Alors, je vais lire une introduction d'un ouvrage de Henri Laborie, écrit en 1963, intitulé « Du soleil à l'homme, l'organisation énergétique des structures vivantes », donc paru chez Masson en 1963, donc il y a quand même presque 60 ans. Donc voilà, c'était il y a très longtemps, avant l'informatique, avant les réseaux, avant Internet. Voilà. Quelqu'un qui était interdisciplinaire, qui s'intéressait un petit peu à tout, qui était médecin de formation, qui était chercheur en biologie, qui a inventé pas mal de choses et qui avait surtout le mérite, et c'est très rare chez les scientifiques, de pouvoir toucher à la philosophie et à beaucoup de disciplines, même la physique, etc., la biologie, la médecine. Et là, c'est une introduction que j'ai trouvée poétique, donc c'est pour ça que je vais la lire, parce que c'est quand même assez rare chez un scientifique qu'il soit poétique et assez philosophe en même temps. Poète et philosophe, voilà. Donc on y va alors. Quand dans la solitude d'un site élevé, on contemple le morceau de terre qui nous limite à l'horizon, l'esprit saute de cet espace étroit aux espaces infinis, du temps présent à celui des époques géologiques révolues. Il s'effraie en remontant à la naissance de notre monde, se perd et abandonne tout espoir de comprendre à l'idée de celle de l'univers. De ce sentiment banal émergent deux notions, celle de l'espace et celle du temps, qu'on nous dit être relatives. Et si la nuit tombe, nous savons encore que la lumière qui nous parvient de cette étoile est partie, il y a quelques millions d'années-lumière, d'une masse de matière chaotique qui n'existe peut-être plus au moment où nous la voyons. Découragés, nos regards retombent au-dessous du petit horizon terrestre qui nous entoure. Nous imaginons notre globe errant et tournoyant dans l'espace et tentons de nous rassurer par la présence de l'olivier proche dont les feuilles tremblent dans l'air du soir, par le bruit de la ville qui travaille et souffre à nos pieds, par la présence de ces hommes enchaînés sur le même vaisseau cosmique et qui n'ont point l'air de s'en soucier. Nous nous sentons réconfortés par la vie grouillante qui nous entoure. Dans ce morceau de mer que nous apercevons au loin, nous savons que chaque millimètre cube est déjà un monde de formes microscopiques. Et sous nos pas, nous devinons la vie des formes bactériennes, des levures et des plantes. Nous savons ou croyons savoir comment cette vie prend sa source dans l'énergie photonique du Soleil. Nous tentons de nous représenter l'organisation moléculaire qui la sous-tend. De la molécule, notre imagination passe à l'atome et à ce que la physique quantique nous en a fait connaître. Autre direction de l'espace, peut-être plus familière, vers l'infiniment petit, qui se résout dans l'énergie, autrement dit, dans notre ignorance. Et le temps est toujours là, incompréhensible. Qu'était ce morceau de terre il y a 100, 1000 ou 1 million d'années? Quel était ce paysage, ce morceau de matière inanimée avec la couche de vie qui le recouvre? Rien n'a cessé depuis le commencement, tout a succédé, toujours, et nous n'en savons rien jusqu'à l'apparition de la conscience humaine. Or, celle-ci n'a jamais été la même et doit se contenter d'une vue rétrospective fortement entachée d'un anthropomorphisme d'actualité. L'homme n'a jamais été le même homme dans le même environnement, et l'histoire n'existe pas. Pourtant, il y a ces routes, cette cheminée d'usine, ces lumières au néon, tout ce que cet homme a créé, bâti, tourmenté. Cela n'a rien d'une fourmilière ou d'une ruche, semblable à elle-même depuis des millions d'années. Il y a cette complexité croissante de la matière qui s'organise. Il y a les hommes plus nombreux, toujours plus nombreux,
qui envahissent tout et qui, jusque dans ce site encore pur, ont élevé ces pylônes de lignes à haute tension. Et l'espoir alors revient doucement aux biologistes qui devinent un lien, ou plutôt une absence de discontinuité entre la bactérie anaérobie que son pied foule, les dernières lumières d'un rouge soleil qui se couche, la feuille blanche de l'olivier, la montre qui, à son poignet, lui dit qu'il est l'heure où l'on attend son retour pour le dîner familial, et le pétrolier qui entre au port. Alors, avant de redescendre de sa colline pour se mêler à nouveau à l'agitation humaine, une certitude l'étreint en forme de monstre bicéphale, de dialectique intransigeante. Certitude de ne pouvoir jamais rien connaître absolument, malgré la multiplication industrielle des sens humains, malgré la multiplication des moyens d'appréhension du monde, le microscope électronique et le radar. Car pour connaître absolument, il nous faudrait à la fois être à l'extérieur de tout et à l'intérieur de tout. Il nous faudrait pouvoir tout contempler du dehors et du dedans à la fois et ensemble. Et cependant, connaître, appréhender le monde le plus complètement possible paraît bien être le devoir inné de chaque homme, la seule façon pour lui de s'intégrer au cosmos, aux autres hommes, à la vie et à la matière, avec la conscience de leur action sur lui et de son action sur eux. Dans ce mouvement cybernétique, il n'est qu'un facteur infime de l'évolution, mais l'évolution l'a pris aussi pour objet, proportionnellement au degré de conscience qu'il a de cette évolution, dans le temps, dans l'espace et dans la complexité. Monstre bicéphale, car à cette certitude de ne jamais rien connaître absolument, s'ajoute cette autre certitude irraisonnée, inhumaine, que cette connaissance absolue existe, que l'univers ne peut pas ne pas se réfléchir sur lui-même, qu'il ne peut exister absurdement. Mais de cette certitude-là, on ne peut apporter aucune preuve expérimentale. On ne peut en convaincre celui qui n'en est pas déjà convaincu. Elle est l'objet de foi et non de science. S'il n'y a rien en nous qui ne vienne du dehors, il est raisonnable d'admettre que cette certitude peut être la conséquence de déterminismes si nombreux que nous ne pouvons plus en avoir conscience. Ainsi, ce que nous serions tentés de croire venir d'un autre domaine tout aussi réel, bien que non appréhendé, viendrait encore du dehors avec tout ce que cela comporte comme possibilité d'erreur et d'illusion. Ainsi, la foi est peut-être une maladie mentale, souvent héréditaire, mais alors reconnaissons que la thérapeutique n'en est pas encore trouvée. Ce remède ne peut être en tout cas la raison qui, dans ce domaine, ne peut aller plus loin que le scepticisme et ne peut se permettre de nier ce qui serait alors, une foi comme une autre, ascientifique. La foi est aussi collée aux croyants que l'incrédulité à l'incrédule. Mais, croyant ou incroyant, il est un comportement auquel nous ne pouvons échapper, car il fait partie de notre condition humaine, quelle qu'en soit sa cause. C'est de toujours chercher à mieux comprendre et à mieux connaître la matière dont nous sommes faits et l'univers qui nous entoure. Le croyant ne fait en cela que rendre hommage à son Dieu, l'incroyant qu'obéir à cet obscur besoin génétique d'adaptation à l'environnement. L'un et l'autre assurent leur survie. C'est pourquoi, délaissant toute considération métaphysique, nous essaierons, nous aussi, avec les matériaux accumulés, de nous bâtir un monde de la vie. Nous ne lui demanderons ni la précision, ni la vérité. Nous lui demanderons seulement d'être un instrument momentané de notre pensée, destiné à mieux nous orienter dans notre comportement scientifique et social.
Conscients de la fragilité de notre construction, nous n'hésiterons pas à la détruire partiellement ou en totalité si un jour nous avons la certitude qu'un autre édifice, basé sur des fondations plus solides, est mieux capable de nous aider à réaliser notre finalité. Celle-ci peut alors être définie, mieux comprendre pour mieux agir, pour agir efficacement. Voilà l'introduction. Après, il y a encore une page ou deux, voilà, que je ne vais pas lire parce que c'est des choses un peu moins intéressantes, on va dire, qui parlent de son expérience personnelle par rapport au livre qu'il écrit et à ce qu'il décrit dans son livre, quand même un niveau assez élevé pour l'époque et même assez élevé tout court. Voilà. Et je finis par une phrase que je vous laisse découvrir de Henri Laborie.